Oh que oui, membres de la communauté du salon, bienvenue, oui, dans mon salon, pour ce nouvel APCDC, c'est-à-dire les anecdotes peu connues du cinéma. Et cette fois-ci, comme toujours, un petit voyage à saveur cinématographique et connaissance culturelle à propos de ce merveilleux art qu'est le cinéma. Et si mon absence de cet été vous a sonné des cloches, eh bien effectivement, il s'est passé quelque chose dans ma vie, quelque chose de peu plaisant, on va se le dire, mais je suis bel et bien de retour derrière et devant la caméra, juste pour vous, ça va me changer un peu les idées. Bref, les prochains mois vont être remplis de vidéos et remplis de petits projets personnels, mais tout ceci, on s'en torche le cul parce que aujourd'hui, on se concentre sur le nouvel APCDC. À la suite d'une curieuse et longue expérience, j'ai inventé un moyen de me torcher le cul, le plus royal, le plus seigneurial et le plus excellent qui fut jamais connu. Dans mon salon, 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 O.J. Simpson en Terminator. On le sait, les premiers castings de certains films et de certaines séries sont complètement différents de ce qu'on a connu. C'est pas tous les mêmes gens. En exemple, le premier capitaine de Dans une galaxie près de chez vous aurait dû être Luc Sonnet, ce qui aurait été complètement différent. On s'entend. Et c'est un peu la même chose avec Terminator et O.J. Simpson. Un soir, Sir Mike Medavov, le superviseur de Tristar Compagnie de distribution de Terminator 2, appelle Monsieur Cameron tout énervé. « Hey man, j'arrive d'un party, j'ai trouvé le casque parfait pour Terminator, O.J. Simpson !» dit-il au téléphone. Alors qu'à l'autre bout de la ligne, un silence et un calme se fait toujours entendre. Oui. Cameron rétorque alors. Premièrement, c'est une mauvaise idée. Et deuxièmement, on va avoir un athlète noir qui poursuit une fille blanche autour de Los Angeles avec un couteau et une arme à feu. Tu trouves que c'est une bonne idée? Voilà, je suis rarement d'accord avec M. Cameron, mais là-dessus, oui, c'est une mauvaise idée. Et l'histoire donnera donc raison à M. James Cameron. Et de toute façon, ça aurait changé drastiquement à la fin des poursuites policières dans le film. La police aurait toujours gagné. Un coup qui mange un coup. La majorité des films de Buster Keaton étaient très dangereux pour sa vie, Oui. Oui, effectivement. Et Sherlock Junior n'échappe pas à cette règle. Déjà, la production c'était un peu chaotique, mais la scène du ballon d'eau, de la citerne d'eau, ça s'est pas bien passé. Disons que quand l'eau a commencé à déverser sur lui, c'était de 2 à 6 fois plus fort de ce qu'il avait prévu. Ça change un peu la donne. Et au contraire de bon nombre de sites internet qui relaient l'information encore une fois sans vérifier les sources, eh bien non, ce n'est pas l'eau qui lui a pété le cou en tant que tel. Non, c'est autre chose. Lors de la chute, la nuque de M. Keaton a heurté le rail en acier au sol et l'a fait s'évanouir, d'où les quelques secondes d'absence de M. Keaton après le déversement. Suite à cette prise, la douleur était si intense, paraît-il, que M. Keaton a dû arrêter de tourner et plus tard dans la journée, il y a eu des maux de tête intenses et même voire aveuglants. Ces maux de tête ont continué pendant quelques semaines, mais il a toujours continué à travailler, ayant un seuil élevé bien connu de douleur physique due à ses nombreuses cascades dans sa vie, disons-le. Et ce n'est qu'en 1935 qu'un médecin va dire à Buster Keaton « Eh bien, monsieur, vous avez une ancienne fracture au niveau des cervicales supérieures. » Et lui de dire « Oui, j'ai une bonne idée de comment je me suis fait ça. » C'est donc que 9 ans plus tôt, il y a une fracture et qu'il a poursuivi son train-train quotidien. Si je peux dire ça ici. What? How long, Janie? How long, Janie? Bon, là, je vais méga hyper survoler la carrière de Lon Chaney, parce que pour faire quelque chose de correct, il faudrait quelque chose de plus d'une heure. Un très bon documentaire, parce que Lon Chaney est un grand créateur, et on lui doit beaucoup encore aujourd'hui. Bref, ce que je peux dire, par contre, ici, il a joué dans plus de 150 films. Il a été un des acteurs les plus polyvalents et les plus impressionnants à l'aube du cinéma, et on se souvient surtout de lui pour ses compositions personnelles de personnages torturés. Mais au-delà de son grand talent d'acteur, Lon Chaney était aussi THE maquilleur. Mais THE maquilleur.
Hein. Encore aujourd'hui, il est considéré comme le père du maquillage moderne. Dans le temps, il a utilisé des techniques qui n'avaient jamais été pensées, jamais été utilisées, jamais été mis en pratique pour faire du maquillage. Et il était si bon dans le domaine que ce qu'il devait arriver arriva. Ouais. Étant connu comme l'un des meilleurs maquilleurs, lorsque Lon Chaney a décroché les rôles principaux du bossu de Notre-Dame ainsi que du fantôme de l'opéra, il a mis au défi les réalisateurs de lui laisser faire son propre maquillage. En acceptant le défi, les réalisateurs Robert Julian et Wallace Worsley ne pensaient pas que le maquillage de leur vedette allait faire passer au second plan le film lui-même. Marquant l'imaginaire collectif et terrorisant les autres, le mélange acteur de talent et maquilleur hors pair de Chaney avait frappé très fort. Et sachez en terminant une autre petite anecdote que c'est Lon Chaney lui-même qui a écrit en 1929 la définition du mot maquillage dans l'Encyclopédia Britannica. Fait que tu sais, quand t'es rendu à écrire la définition de quelque chose, d'après moi, tu sais de quoi tu parles. La guitare de la discorde et non pas une guitare à discorde. The Hateful Eight était magnifique sur grand écran. Je n'ai pas regretté du tout d'avoir été le voir au cinéma. Film rempli de moments contemplatifs, rempli de calme plat, et aussi, il renferme un drame politico-historico-muséo créé par Kurt Russell. Car oui, outre la merveilleuse chanson que nous pousse le personnage de Daisy à l'aide d'une magnifique guitare, eh bien sachez que ce fut les dernières notes, ainsi que la dernière guitariste à jouer de cette guitare qui avait, au bas mot, 140 ans. Music time's over. Tu sais, quand tu dis à Kurt, là, ça tourne, ben lui, pour lui, ça tourne. Ça tourne, il n'y a pas de cote, ça tourne. Fait que c'est ça. Après avoir empoigné la guitare, il devait y avoir un cut pour la changer avant qu'il en éclate une autre pareille. Mais il n'a pas attendu le cut. Fait qu'il a éclaté la vraie. Coupé! Qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire, bout de Chris? Et vous remarquerez dans la scène que Jennifer Jason Leigh sort de son personnage, clairement. Crie de panique et regarde l'équipe technique complètement consternée et déboussolée. Et on peut remarquer que le cut se fait très rapidement. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle Fudge. Et cette vieille guitare avait été fabriquée en 1870. Elle avait été prêtée par le musée C.F. Martin à Dick Bulk. Et étrangement, après cet incident, le directeur de cette institution a déclaré « Plus jamais nous allons prêter de guitare à aucun film en aucune circonstance. » J'suis un peu rancunier, faites-moi pas chier. Madonna est dans Wayne's World. Wayne's World. Are you mental? We broke up. Get the net. It will be Terry's job to give the actors their hand cues. Oh, excuse me, Russell, but I believe I requested the hand job. Who wants Chinese takeout? I know a great place. I'll have the cream of some young guy. So, Claudia Schiffer, we salute you. Shang Wing. Salut, Wen! Salut! Oh. Wayne's World est donc un classique de la jante masculine, rempli de jokes de gars, avec des gars, de la musique de gars, une pacer mythique sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, et une petite touche de Madonna. Petite touche. Oh que oui, c'est bel et bien vrai, mais à moitié. Dans Wayne's World, lors de notre visite dans la chambre à Garth, nous pouvons remarquer que sa chambre est la chambre parfaite d'un ado des années 80-90. Poster de musique, masque d'Halloween, lit sur roulette, caisse de son au mur, tapis et même un Popeye dans un bol. Ben oui. Mais vous n'avez certainement pas remarqué les 3 affiches noires et blanches au bas du mur de Garth. Alors, on peut voir juste ici, dans le bas du mur, proche du lit, des photos de Garth en noir et blanc. Des photos artistiques. Des photos de danse. OK, oui, mais elle est où, Madonna, dans tout ça? Parce qu'à date, elle n'est pas là. Attends! T'es pressé. Bref, ces photos sont présentes. Mais ces photos renvoient à un sketch du SNL. Un sketch mythique, je vous dirais oui. Un sketch donc mettant en vedette Mike Myers, Dana Carvey et Madonna.
Et oui, pour les petits jeunes qui ne savent pas, Wayne's World est un concept du SNL qui s'est transposé en film, comme bien des concepts de SNL. Bref, dans SNL, j'étudie SNL, Wayne's et Garth rencontrent Madonna dans un de leurs meilleurs sketchs. Ce sketch a pour but de parodier le vidéoclip Justify My Love de Madonna qui avait fait beaucoup jaser à l'époque. Et dans ce sketch, eh bien, Garth imite le danseur étrangement vêtu du vidéoclip original. Et les photos que l'on voit dans Wayne's World sont des images tirées de cette parodie. Donc, Madonna n'est pas dans le film. Directement, non. Madonna n'est pas dans le film. Indirectement, oui. Les serial killers. Je pourrais facilement épiloguer très longtemps sur le talent de M. Joe Dante ainsi que sur sa carrière immensément créative, mais ici, c'est pas le cas. Non. Je vais vous parler de The Burbs de 1989 avec une petite anecdote. The Burbs est le film qui m'a introduit à l'univers de Dante alors que j'étais petit. Et étrangement, non, c'est pas The Gremlins. Et non, c'est pas pourquoi. Bref, ambiance étrangement lourde, personnages complètement louches, violence subjective, banlieue typique, la princesse Léa. Bref, cette histoire est un gouffre de folie que j'ai adoré. Et comme dans tout ce que fait Joe Dante, le bonheur est dans les détails. Car si vous ne le connaissez pas, eh bien, Joe Dante est The Master sur le Egg Easter, disponible dans ses films. Oh oui, et The Burbs n'y échappe pas. Oh non. C'est pourquoi, dans le film, lors de la routine du matin, nous pouvons apercevoir tout bonnement une boîte de céréales Gremlins sur le comptoir de la cuisine. Et là, vous vous dites « Ah, ouais, cool, nice! » Mais c'est encore beaucoup plus nice que vous le pensez, car ces céréales ont vraiment existé. Et oui, ce qui veut dire que l'histoire qui se déroule sous nos yeux ne se passe pas dans le monde de Dante, mais bel et bien dans notre monde où les Gremlins n'est plus qu'un film, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Et si vous ne connaissez pas l'univers de Joe Dante, eh bien allez-y. Il n'y a pas juste The Gremlins, il y a plein d'autres choses. Un écho radiophonique. Oh que oui, une petite dernière, une petite rapide, mais oh qu'elle est jolie. Oh qu'elle a un écho dans mon cœur. Oh que j'ai adoré ça quand j'ai vu ça. Aujourd'hui, on va réussir à parler de John Wick et de The Warriors. Ah. Alors, avec les films John Wick, avec l'esthétique qu'ils ont, les références sont peu nombreuses. Seulement, quand ils en font, c'est assez clair, net et précis, et tu devrais comprendre. Comme celle-ci. Entre autres qu'on voit, bon, subtilement, mais on le voit quand même, là, le Continental dans un des Matrix. Bon. Totalement faux, gros connard. Sache que le building dans The Matrix, c'est le Radisson Blu Business Class Lounge situé à Sydney en Australie. Tandis que celui vu dans John Wick est le 1 Wall Street Court à New York, aussi connu sous le nom de Beaver Building ou le Cocoa Exchange. Espèce de sous-merde. Car oui, effectivement, lors de l'annonce à propos de John Wick sur les ondes, eh bien, cette séquence ainsi qu'une partie du discours prononcé par l'animatrice est bel et bien une référence directe au discours de l'animatrice annonciatrice de mauvais présages aux Warriors dans The Warriors. I've been asked to relay a request from the Gramercy Riffs. I've been asked to relay a special request from Miss Secret Admirer. C'est le genre de moment que pour certains, eh bien, ça va passer totalement inaperçu. Mais pour d'autres cinéphiles, eh bien, ça va être une espèce de mini-extase culturelle cinématographique. Tu apprécies ce moment car tu as la référence. Surtout quand référence il y a peu. Et oui, malheureusement, gens de la communauté du salon ainsi que amis cinéphiles, c'est malheureusement tout, Et oui, pour ce nouvel APCDC, et j'ose espérer que vous avez apprécié tout ceci. Et si tel est le cas, bien vous connaissez la chanson, oui, vous pouvez vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste ainsi que partager cette vidéo. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Instagram ainsi que sur TikTok. Et pour celles et ceux qui le veulent et qui le peuvent, eh bien j'ai un tout petit Patreon. Sur ce, les patos, je vous souhaite une merveilleuse rentrée scolaire, un merveilleux mois de septembre-octobre, et je vous souhaite plein d'amour, plein de films, et c'est ça. Quelque chose à rajouter? Non? Nouveau manteau. Ciao!
film très complémentaire. Veille de rentrée scolaire, hein, et Steamboat Jill. Ce n'est qu'en 1935 que... C'est en 1935. Sachez, en terminant, une petite anecdote.